Alors, je m'appelle Laetitia Bourreau. Je suis chercheure au CNRS. J'ai été recrutée il y a presque 5 ans. Je suis donc archéologue, spécialiste de l'hydraulique à l'époque romaine. Je travaille donc sur le site de Bailo Claudia, qui se situe en Andalousie, dans une baie au bord de la mer et en face du Maroc. Bailo Claudia est une ville romaine de moyenne importance en fait à l'époque antique. Actuellement, on est impressionné par l'état de conservation de ces vestiges, puisque la ville conserve encore son rempart, sa place publique, un théâtre et les usines à salaison de poissons qui faisaient en fait la richesse économique de la ville. Bailo Claudia est une ville un peu particulière parmi les villes romaines, puisqu'elle était alimentée par 3 aqueducs. Ces 3 aqueducs devaient franchir le rempart et devaient normalement aboutir à un château d'eau. En fait, on ne connaît à l'heure actuelle qu'un seul château d'eau au nord de la ville et c'est celui qu'on est en train de fouiller depuis l'an passé. Avant ces fouilles, en fait, le château d'eau, l'aqueduc était complètement isolé de l'urbanisme. Et grâce à nos fouilles, nous avons pu reconnecter le réseau d'adduction d'eau dans un réseau de voies. Depuis ces châteaux d'eau, l'eau était distribuée par le biais de tuyaux. On trouve quelques traces de ces tuyaux, mais pas la totalité du réseau. Ces tuyaux alimentaient un certain nombre de points dans la ville. D'une part, les thermes, d'autre part, les fontaines publiques et les maisons. Au cœur du forum, on a une fontaine monumentale en hémicycle qui constitue donc le cœur politique administratif de la ville, mais aussi avec cette fontaine, on voit que l'eau a un rôle symbolique puisqu'elle est au cœur de la ville. Donc l'alimentation en eau devait représenter quelque chose d'important pour les habitants de Bailo Claudia. La ville est protégée, mais par contre les vestiges des aqueducs qui alimentaient la ville ne le sont pas. Donc mon travail, c'est d'inventorier ces tronçons d'aqueducs avant qu'ils ne soient détruits parce qu'ils passent sur des terrains privés et donc il y a quand même un risque à un moment donné de destruction. Donc un aqueduc est une canalisation souterraine qui est destinée à capter une source et à alimenter une ville ou une villa. L'idée est de repérer le tracé de ces vestiges et donc dans le cadre des prospections, on collabore avec un topographe en général pour localiser précisément les vestiges sur des cartes topographiques. Et puis nous, en tant qu'archéologues, on documente les vestiges qui sont encore visibles. Et mon travail a été d'essayer de retrouver le tracé de la source jusqu'à l'entrée dans la ville et l'alimentation dans la ville. On a plusieurs instruments, on a notamment des GPS qui permettent de relever une localisation d'un objet de manière précise en X, Y et Z, c'est-à-dire longitude, latitude et altitude. Et à partir de là, moi je vais la transférer dans un logiciel qu'on appelle logiciel SIG, Système d'information géographique, donc qui est en gros un logiciel avec une carte. On a l'interface principale qui est une carte avec des menus qui nous servent à traiter la donnée. Et donc je me sers des outils SIG à la base pour essayer de retrouver ces tracés, avec notamment la pente, parce qu'on sait que les aqueducs ont une pente plutôt régulière, plutôt douce. Donc je vais utiliser dans les logiciels SIG les courbes de niveau pour essayer de retrouver ce tracé à travers un chemin, un parcours qui maintiendrait une pente douce. Évidemment, l'aqueduc, s'il y a une grosse pente, il ne va pas descendre comme ça, il va plutôt faire des zigzags. Donc à partir des outils SIG, j'ai décidé des scénarios possibles de tracés. Et donc on a été sur place et on a suivi ces tracés pour essayer de voir si on observait des traces de ces aqueducs. Et dès qu'on avait trouvé une trace, on l'enregistrait avec le GPS. Voilà, on voit quelque chose, c'est fiable, et ainsi de suite. Et donc ça nous permet de reconstruire le chemin de l'aqueduc petit à petit.
Là, Baello Claudia, c'est un terrain encore totalement vierge. Il s'agit de prés de pâturage, et donc lorsqu'on fouille, on tombe directement sur les vestiges archéologiques antiques ou tardifs. Alors, Baello Claudia, on est sur un site antique, c'est vraiment une ville romaine, donc on va avoir des structures bâties, donc on va s'attendre à trouver des murs, des caniveaux, des trottoirs, des sols, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment propre à ces villes antiques qui sont construites. En fait, il faut imaginer que le sol où on marche, le sol qu'on utilise, il est composé de plusieurs couches. Ces couches, elles sont parfois naturelles. Par exemple, s'il y a une crue, la crue va porter beaucoup de sédiments, va recouvrir l'eau de sol, et après, on va remarcher dessus, mais de façon plus haute. Toute trace d'activité humaine laisse une trace sur le sol. Et ensuite, notre travail, c'est d'enlever la première couche, celle qui a été apportée de façon quasiment naturelle, pour retrouver les niveaux archéologiques où on lit les traces. Et donc, on a cette succession de couches qu'on peut lire et qu'on peut dater. Et ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé. Donc un sondage, c'est on ouvre, on va descendre sur une petite surface pour tester les vestiges archéologiques, voir ce qu'il y a et comprendre un petit peu les choses. L'implantation de ces sondages, on s'adapte aussi. Par exemple, là à Baello, on a déjà des structures connues. Donc en fonction de la problématique de recherche, on va s'adapter aux structures pour soit aller explorer de nouvelles parcelles, soit on fait des tests beaucoup plus précis. Si par exemple là on s'intéresse aux structures hydrauliques, on sait qu'il y en a probablement une entre deux autres structures hydrauliques connues, donc on fait un sondage au milieu. C'est des sondages qui sont plus précis, on va directement chercher des structures qu'on suppose. Donc on appelle fouilles programmées les chantiers faits généralement par des chercheurs au CNRS ou des enseignants-chercheurs de l'université qui encadrent des étudiants sur les fouilles. Quand on fait du terrain, quand on fait des fouilles, il y a deux types de fouilles. Ce qu'on appelle l'archéologie préventive, c'est une archéologie qui se fait avant tout grand projet d'aménagement. En programmé, on est dans une autre dynamique, c'est aussi des fouilles pour comprendre un site, l'expliquer, mais le site est préservé, il est protégé. Donc on peut y retourner d'année en année. Après, avec des étudiants plus ou moins expérimentés, il faut parfois plus cadrer les choses, plus leur apprendre. Il y a une vraie volonté pédagogique que Laetitia mène ici. Moi, ce qui m'a intéressé dans le chantier, c'est que j'y connais pas grand-chose dans tout ce qui est gestion de l'eau, aqueduc ou des choses comme ça. Tu t'es vraiment axé sur une question. Donc l'objectif, c'est de comprendre le système hydraulique. Donc là, du coup, tu vas avec Laetitia qui est spécialiste, donc du coup, tu peux bien poser toutes tes questions et bien comprendre un peu l'intérêt sur toute la ville et sur le secteur dans lequel tu fouilles. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris, enfin, au niveau technique et niveau contenu. Je trouve la fouille très intéressante, les problématiques intéressantes. J'aime bien aussi prendre l'habitude d'utiliser différents outils, d'apprendre à les manier. C'est une équipe qui est toujours très solidaire, qui est très sérieuse aussi sur le travail, donc ça j'aime beaucoup. On est tous très mélangés, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience, d'autres qui en ont un peu moins, donc c'est bien pour apprendre et pour enseigner déjà ce que toi tu sais aux autres. Alors en fait, on pourrait parler de chaîne opératoire. On ne part pas comme ça à l'aventure fouiller n'importe où. Déjà, on a une spécialité et ensuite on va aller en bibliothèque pour voir si des chercheurs ont travaillé avant nous sur ces sites. Baello, c'est un site qui est très connu en Espagne, vraiment très très connu, hyper médiatisé. Chaque 2 mois, on le voit sur les journaux. Et en fait, on connaît que le centre monumental de la ville et Laetitia, c'est la seule qui est venue ici pour voir un peu qu'est-ce qui se passe autour par rapport à d'autres questions. On vient pour une chose, là c'est des structures hydrauliques, mais on est totalement dépendant de ce qu'on trouve ou de ce qu'on trouve pas d'ailleurs. J'ai appris ça un peu ici, que c'est pas parce qu'on a une seule problématique qu'on va pas apprendre sur d'autres choses. Ici, on fouille les réseaux hydrauliques, mais on voit aussi l'occupation de la partie haute de la ville, on voit aussi l'occupation tardive. Là, cette année, on a du tardif, donc on a une superposition des structures bâties, et donc ça, c'est super intéressant. On s'y attendait pas et ça devient une autre problématique. On s'éloigne totalement de la problématique hydraulique. Après, ça veut dire aussi des choses sur l'utilisation du site, c'est-à-dire qu'il y a eu une implantation humaine bien avant celle qu'on pensait, qu'elle est encore conservée, donc c'est assez chouette, on peut encore la retrouver et l'expliquer. On peut fouiller que de l'hydraulique,
Mais au final, l'hydraulique, ça marche pas tout seul. Ça sert dans une cité, ça sert à alimenter des maisons, ça sert à alimenter des fontaines. Donc il faut qu'on trouve le reste du site pour comprendre aussi l'hydraulique. Donc là, cette année, on a eu beaucoup de découvertes surprenantes. On a découvert le long du château d'eau, le portique qui délimitait une rue. Donc on voit en fait l'inscription du château d'eau dans la trame urbaine. La rue, le portique était aussi inattendu, mais finalement trouver ça a permis de trouver la canalisation qui passe dessous, qui était aussi inattendue. Donc on se rend compte que finalement on trouve d'autres structures qui ne sont pas celles des problématiques initiales, mais on continue de trouver aussi des structures hydrauliques. Quand l'aqueduc est abandonné, on va détruire les vestiges et on va construire par-dessus des habitations. On a fouillé l'aqueduc et en fait on a trouvé un petit bassin de dérivation juste avant l'entrée de l'aqueduc dans la ville. Donc ce bassin de dérivation doit servir en fait à limiter la hauteur d'eau dans le château d'eau. Lorsque le château d'eau est rempli, on dérive l'eau pour qu'il n'y ait pas de débordement et qu'il n'y ait pas de dégâts. D'un point de vue scientifique, trouver un objet, c'est particulièrement intéressant parce que ça va de toute façon nous aider à mieux dater et à mieux comprendre la structure. Et puis pour le côté terrain, c'est toujours intéressant dans une couche de terre de voir émerger un objet. On sait que ça fait 2000 ans qu'il est là et il y a un côté très, très humain. Là, j'ai que la tête de l'épingle, donc j'ai la petite sphère et j'ai pas le côté pointu. Et donc, elle s'est retrouvée littéralement piégée dans une petite structure. Elle est tombée, et puis elle a été balayée, elle s'est retrouvée prisonnière de cette cuvette, et elle nous a sagement attendus. Et donc, quand on la trouve, on la sort en faisant attention, parce que c'est du métal, donc c'est un petit peu fragile. Il faut savoir que le mobilier archéologique, dès qu'il est sorti de son milieu, se dégrade invariablement. Donc il faut absolument ralentir, freiner cette dégradation. Le métal, en fait, si on ne fait pas attention, il va continuer à s'oxyder. Et donc il est déjà abîmé et il va se dégrader. Le métal, c'est un matériau qu'on trouve moins et puis il est recyclé. Donc il était réutilisé. La céramique, on ne pouvait pas la recycler. La céramique, même si elle résiste au temps, on va dire, il faut quand même appliquer le bon traitement. La première chose essentielle, c'est l'enregistrement sur le terrain. Ensuite, la céramique, c'est plutôt simple, on la lave à l'eau, mais on fait attention, il y a des céramiques très fines qui peuvent se déliter un petit peu dans l'eau, il peut y avoir des décors. Ensuite, on fait bien sécher, c'est essentiel le séchage, parce qu'ensuite, c'est conditionné dans des poches hermétiques, donc il faut absolument libérer les objets de leur humidité. L'idée aussi est de dater les aqueducs. Sur les chantiers archéologiques, c'est la céramique qui est le premier marqueur chronologique, parce qu'on en a beaucoup. Il faut savoir que grâce aux travaux des céramologues, aux typologies, aux catalogues de formes datées très précisément, parfois la céramique a une fourchette chronologique plus étroite que des datations absolues. Et à partir de là, on va pouvoir faire l'analyse des résultats, une analyse comparative, parce qu'il y a beaucoup de catalogues de formes depuis des années qui sont réalisés par les céramologues et enrichis à chaque découverte. Donc on va comparer tout cela pour essayer de voir les lieux de production, les datations en premier lieu aussi. Et ensuite on va confronter tout cela aux données de terrain avec Laetitia par exemple à Bello sur les données archéologiques, les données de terrain. On va tout confronter et on va pouvoir voir le phasage et la chronologie relative du site. Donc voilà, ça c'est ma première casquette, on va dire, de gérer tout le mobilier, de l'inventorier pour savoir ce que l'on a et prévenir après les spécialistes qui pourront travailler sereinement. Et ensuite j'interviens aussi comme céramologue puisque je suis spécialisée des céramiques antiques. Donc c'est à ce moment-là que je vais étudier les céramiques pour apporter les informations, répondre aux problématiques. La céramique, c'est l'objet du quotidien. Ça nous renvoie concrètement aux gens qui ont vécu il y a 2000 ans. On va savoir, selon l'objet,
Par exemple, si on est dans une partie où on a utilisé de la vaisselle de table, on sait qu'on est plutôt dans un lieu de consommation. Si on est dans une partie où on n'a que de la vaisselle, que des gros pots liés au stockage, on sait qu'on est dans une zone de stockage. Donc c'est pour ça que ce matériau, qui a longtemps été considéré comme secondaire pour les céramiques communes par exemple, sont source d'informations souvent essentielles. J'ai la chance aussi de pouvoir travailler sur du mobilier archéologique de manière très précise, parce que donc, comme mon travail consiste à faire de l'acquisition et surtout de la modélisation 3D pour l'archéologie, certains objectifs scientifiques vont être liés à des sites, mais une autre partie des objectifs scientifiques va répondre à des problématiques liées aux objets en eux-mêmes. Tout part d'un référentiel en fait. La donnée est spécialisée à toutes les échelles, y compris à l'échelle de l'objet en lui-même. Mon travail est de pouvoir, à la base, acquérir et numériser, créer un double virtuel qui réponde efficacement à la problématique de recherche. Il y a deux phases à mon travail. Il y a la phase d'acquisition de terrain ou de laboratoire. L'idée de la photogrammétrie, elle est de trouver des points communs. Si on trouve des points communs entre des images, on est capable de comprendre comment l'une se construit par rapport à l'autre. En gros, quelle est la différence entre les deux. Et donc, si on connaît la différence qu'il y a entre les deux, on est capable de replacer dans l'espace la caméra 2 par rapport à la caméra 1. Donc, effectivement, sur le terrain, ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace tout petit à petit. Pour une structure de 4 ou 5 mètres de diamètre, on va faire des dizaines, voire des centaines de photographies. On a des drones qui nous permettent de faire des photos ou faire de la numérisation 3D en vol sur des structures très grandes, voire sur des zones très larges. On est droniste parce que ça nous permet d'avoir des angles de vue qui seraient trop compliqués à avoir depuis le sol. L'appareil photo, ça va être plutôt utilisé pour des objets de petite taille, des sites, on va dire peut-être de quelques mètres. Le drone, c'est pour parcourir de la distance assez longue. L'idée est donc de reconstruire, un peu comme on imaginerait une mosaïque en 2D, une mosaïque en 3D de toutes les photos qui ont été prises dans l'espace. Et c'est une fois que c'est créé qu'il va y avoir un travail d'analyse. On va pouvoir faire des analyses qui peuvent être pêle-mêle, des analyses de volume par exemple, des analyses de distance pour faire des mesures de chute, qui peuvent être des analyses de relief, des analyses métrologiques. Alors j'utilise un très grand nombre de logiciels qui répondent à des objectifs très précis qui vont de l'analyse à la communication des objets, voire à la restitution des structures. Il est apparu assez logique et normal de passer par mes outils à moi pour les fouilles, pour pouvoir conserver numériquement, pouvoir travailler une fois que Laetitia est plus sur le terrain, parce que la plus grande partie du temps elle n'est pas sur le terrain, elle est au laboratoire, donc ça lui permet aussi de revenir sur ces données quand elle n'est pas au laboratoire. La fouille, c'est quelque chose, c'est une activité qui est destructrice. Et donc le fait de pouvoir prendre en photo ou en tout cas relever le maximum d'informations, ça laisse une trace sur ce qu'il y avait avant. Puisque évidemment on descend par phase, donc la première information archéologique est perdue. Et donc le fait de faire l'acquisition notamment en 3D, on garde cette donnée. Laetitia n'a pas besoin de passer du temps à faire ses plans propres sur le terrain. Elle peut très bien faire ses plans de manière propre depuis les livrables que moi j'ai fait à Clément. On déporte une partie du travail sur l'après-chantier, sur certains éléments particuliers qui sont encore très bien conservés. Là aussi, il y a eu cette espèce de travail de sauvegarde des vestiges numériques, des piles de pont qui étaient encore en place, mais par exemple qui ne sont plus en place aujourd'hui. Donc nous, on a quand même à certains endroits d'instantanés en 3 dimensions de à quoi ressemblaient encore les vestiges à cette époque-là. On peut avoir des problèmes à traiter la donnée de manière optimale si on connaît mal ces logiciels et surtout si on connaît mal l'objectif scientifique. Ce qui fait qu'on peut avoir des précisions trop grandes, des précisions trop petites, avoir utilisé le mauvais outil, donc pas pouvoir répondre à telle problématique. La précision correspond aussi à une demande du chercheur. Ce qui est important de comprendre, c'est le travail d'équipe, la relation entre le spécialiste et le responsable d'opération. En fait, une grande partie de mon travail, mais du travail de Clément aussi, c'est ce travail d'expertise-là, qui est de dire, pour ton objectif à toi, on va passer avec tel outil, et donc on va passer sur tel type de traitement.
Le but de notre travail, c'est de documenter le passé. Ce travail est un travail collaboratif pluridisciplinaire. C'est un travail commun et pour le même but. Plus une recherche se complexifie d'un point de vue problématique, plus elle est complexe à gérer seule. Je suis archéologue, je suis spécialiste de l'hydraulique, mais je ne peux pas fouiller un chantier toute seule. Il y a un aspect très collectif aux fouilles en règle générale, donc en fait on est obligé de... Si on travaille de façon totalement autonome dans son coin, ça ne marchera pas au bout d'un moment.